Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rédaction de l'ADN. Comme tous les vendredis, de 12 h à 12 h 30, nous vous proposons Tendance, l'émission. Et nous revenons avec vous sur une tendance que nous avons identifiée et sur laquelle nous voulons partager avec vous un certain nombre d'informations. Cette semaine, nous avons décidé de parler de Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui permet aux producteurs de contenu de susciter des dons auprès de leur communauté. L'entreprise s'est installée récemment en France. Elle a été consacrée licorne, donc elle a été valorisée plus d'1 milliard de dollars. Et pour nous, c'est intéressant de regarder est-ce que Patreon annonce de nouveaux modèles économiques pour l'influence. Pour en parler avec nous, je suis ravie d'être entourée de l'équipe de la rédaction de l'ADN, Mélanie Rosen, rédactrice en chef de l'ADN Web, Marine Proté, plus journaliste qui s'occupe de la partie tech, Margot Dussert, plus spécialisée sur la créativité, Alice Huot sur les usages et les comportements, David Julien Ramil, plus spécialisée sur la partie médias. Et je suis Béatrice Hutter, la directrice de la rédaction de l'ADN. Vous êtes sans doute relativement à l'aise avec les plateformes telles que la nôtre. Donc, en colonne de droite, vous avez un chat sur lequel vous pouvez interagir avec nous. Un onglet spécialisé pour les questions. Donc, si vous voulez réagir, poser des questions, on aura 5 minutes de questions à la fin de cet échange avec vous. Alors, pour commencer, je vais passer la parole à Mélanie. Mélanie, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément qu'est-ce que Patreon, qu'est-ce que cette plateforme américaine propose? Oui, alors bien sûr, Patreon, c'est une plateforme qui a été lancée en 2013 avec un objectif précis, à savoir de permettre aux créateurs et aux créatrices de contenu, que ce soit des musiciens, des podcasteurs, des illustrateurs, mais aussi des professions un peu moins artistiques comme des programmeurs, de vivre de leur travail en accédant à des revenus réguliers financés par leur communauté. C'est un peu le leader mondial du mécénat par abonnement. D'accord. Donc, c'est une communauté où on se sent entre soi, c'est-à-dire qu'on est entre gens qui s'aiment et qui partageons une passion commune. Exactement, et c'est vraiment l'idée de cette passion qui anime Patreon, comme sur Substack ou OnlyFans, qui proposent des contenus un peu dans notre genre. Là, les créateurs de contenu font financer leurs activités sur le long terme en échange de productions ou de services qui sont vraiment exclusifs. Par exemple, un musicien pourra donner accès à des répétitions de concerts à ses abonnés ou leur envoyer des extraits de paroles qu'il aura écrites à la main. Les photographes, ça peut être montrer les coulisses d'un shooting. Et les programmeurs, dont on parlait tout à l'heure, ça peut être partager des lignes de code, voire donner accès à des logiciels. D'accord. C'est un modèle très différent d'une plateforme comme YouTube, par exemple, qui est un modèle carrément publicitaire. Et l'histoire même de la plateforme n'a pas du tout la même origine. Je crois que le créateur de la plateforme est lui-même un producteur de contenu, un musicien, je crois. Oui, c'est ça. C'est un musicien qui s'appelle Jack Conti. Donc, par rapport à YouTube, qui a été créé par 3 anciens employés de PayPal, donc qui est vraiment une boîte de la tech pure et dure. Là, c'est une plateforme qui a une vision beaucoup plus ancrée dans le quotidien des créateurs de contenu. Donc, comme sur YouTube, il y a un fonctionnement avec des contenus qui sont plus populaires que d'autres, mais ça ne fonctionne pas du tout sur la base d'un algorithme. C'est vraiment en fonction de la sensibilité et de la personnalité de chaque mécène ou de chaque communauté. D'accord. On le voit d'ailleurs, ils ont une partie blog qui est très riche et qui donne plein de tips aux créateurs de contenu. Oui, c'est une plateforme, un blog qui est assez fourni. Je vais vous mettre le lien dans la partie chat. Il y a beaucoup d'articles qui expliquent un peu comment se lancer. Il y a aussi une keynote de 40 minutes qui est disponible sur YouTube. Donc, c'est pareil, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans le chat qui explique la marche à suivre pour émerger au mieux. Donc, il y a beaucoup de conseils. On en a identifié 3 parmi tous ceux qui sont donnés. Le premier, c'est de préparer sa communauté à un changement de modèle. Parce que pour exister sur Patreon, en général, il faut déjà avoir une existence sur une autre plateforme. Ça veut dire que potentiellement, on proposait un contenu gratuit et que là, on passe à un contenu payant. Donc, tout le monde n'est évidemment pas prêt à ce changement de modèle, ce qui fait qu'on a des communautés qui sont plus restreintes sur Patreon, ce qui amène au deuxième conseil, à savoir développer un rapport exclusif et très privilégié avec sa communauté. Pour ça, on demande un peu aux créateurs de contenu de devenir un peu des pros du marketing, parce que ce qu'attendent les mécènes, ce sont davantage d'informations sur les créateurs de contenu, des produits dérivés, des créations qu'on peut utiliser chez soi, des cadeaux. Enfin, c'est vraiment tout un pan à penser et à développer, notamment en termes de communication, et ça demande beaucoup de temps.
Donc, le troisième conseil, c'est d'offrir des avantages en fonction de sa méthode et de sa charge de travail, parce que c'est super d'exprimer sa gratitude à ses fans et de proposer des avantages avec différentes valeurs, mais il faut pouvoir délivrer derrière. Ok. Marine, pourquoi on parle spécialement de Patreon en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur actualité qui nous a interpellés comme ça? Alors, on en parle, donc tu l'as dit au début, effectivement, parce qu'en fait, ils se sont lancés en France et dans d'autres pays européens à l'automne, à l'occasion de leur levée de fonds. Ils ont levé 90 millions de dollars, donc soit 76 millions d'euros environ. Et donc, ce qui en fait une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, c'est-à-dire une licorne. Alors, pour rappel, 90 millions de dollars aux États-Unis, c'est conséquent, mais les levées de fonds là-bas avoisinent souvent les 100 millions, voire 200 millions de dollars. Donc, voilà. Mais ça reste conséquent et surtout, ça montre que les investisseurs, en fait, sont intéressés par ces nouveaux modèles d'affaires que propose Patreon. Il y a une autre plateforme un peu sur le même modèle que tu as évoqué, Mélanie, qui s'appelle Substack et qui permet en fait à des journalistes de lancer leur propre newsletter et de proposer un abonnement à leurs lecteurs. Aux États-Unis, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui quittent leur rédaction d'origine pour créer ces newsletters. Et donc, cette plateforme a aussi levé 15 millions de dollars en 2019. Donc, c'est intéressant de le voir parce que c'est des business models qui défient quelque part en fait le modèle publicitaire des plateformes historiques comme YouTube ou Facebook et qui est le modèle économique du web en grande partie. Sur le site de Patreon, on peut clairement lire un tacle envers YouTube. Ils disent le système pour les créateurs ne fonctionne plus, ils préfèrent les algorithmes aux idées. Et c'est voilà, donc c'est clairement une défiance envers ces business models et essayer de proposer autre chose. Alors, David, tu as, toi, écrit un article en contactant un certain nombre de ces producteurs de contenu qui sont déjà en ligne sur Patreon. Quelles sont leurs motivations? Qu'est-ce qu'ils viennent trouver sur Patreon qu'ils pourraient ne pas trouver, notamment sur YouTube ou d'autres plateformes? Alors, la question est vaste. Je pense que ce qu'ils veulent déjà, c'est ne plus effectivement dépendre de l'algorithme de YouTube, par exemple, et des revenus publicitaires qui, en plus de ça, sont relativement fluctuants. Et surtout, ce qu'ils cherchent, c'est avoir une communauté autour d'eux qui les soutient vraiment pour ce qu'ils font et aussi pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est vraiment le vieux rêve du web que de dépendre vraiment de sa communauté. En revanche, on va dire la condition sine qua non pour que ça fonctionne vraiment, et ça, on me l'a vraiment dit, les personnes que j'ai croisées me l'ont vraiment dit, c'est qu'on ne peut pas commencer à zéro sur Patreon. Ça n'est pas possible. Il faut d'abord être influenceur, il faut déjà être créateur de contenu, il faut déjà avoir une base, une communautaire suffisamment importante pour pouvoir vraiment fonctionner, parce que sinon personne ne va. En fait, Patreon est dépourvu de pages discovery, de pages découvertes. On ne peut pas venir sur cette plateforme en tant qu'internaute et faire un peu son marché et chercher des noms. En fait, il faut savoir déjà que le créateur de contenu existe et aller sur sa page Patreon. Oui, quand on va sur la plateforme, on ne voit que des noms et on a accès à quasiment aucune information sur les différents comptes. Donc, si on ne connaît pas la personne… La homepage n'a quasiment pas de nom. Il n'y a pas d'onglet vraiment de découverte qui permet de découvrir des gens un peu au hasard. Tu disais un endroit aussi safe sur lequel il n'y a pas cette espèce d'agressivité constante qu'on trouve alors beaucoup sur YouTube ou d'autres plateformes. Mais là, on est entre soi, quoi. C'est ça, en fait, c'est ce que m'a dit Ina Mialash, donc, qui anime la chaîne Solange te parle. Donc, elle est youtubeuse depuis quasiment 11 ans maintenant. Elle a eu beaucoup de trolls dans son activité, beaucoup de gens qui venaient la critiquer. Elle me disait, bon voilà, c'est dur de passer plusieurs dizaines d'heures sur une vidéo, de mettre vraiment son cœur dedans et de voir tout de suite les pouces vers le bas qui arrivent, les critiques dans les commentaires, etc. Et en fait, ça lui donnait plus vraiment envie d'interagir avec sa communauté. Sur Patreon, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que
pour donner quand même une idée, elle a quelque chose comme 402 000 abonnés sur YouTube. En revanche, sur Patreon, elle a une base de 345 abonnés. Alors, ça paraît un peu réduit, mais en fait, c'est quand même très gros. En France, c'est l'un des scores les plus élevés. Et en fait, ce sont des gens qui la payent, qui participent. Hein. Alors, ça peut être quelques euros à plusieurs, à 20 ou 30 euros par mois. Et donc, c'est des gens qui la payent vraiment parce que ils aiment ce qu'elle fait. Ils apprécient son travail, ils veulent même participer. Et donc, c'est un endroit où ils vont pouvoir discuter avec elle, avoir du contenu en avance par rapport à ce qu'elle va sortir sur YouTube de manière plus publique. Et voilà, il y a vraiment cet espace sécurisé où elle dit je reprends goût à interagir avec mes fans, avec les gens qui me suivent, et pouvoir dialoguer avec eux et même construire avec eux mes contenus. Alors, est-ce qu'on peut, quel type de revenus on peut espérer sur ce type de plateforme? Est-ce que c'est juste un tout petit complément? Est-ce qu'on peut en vivre? Parce que alors, ça dépend. 300 abonnés, ça paraît peu, quoi. Ouais, en fait, ça dépend vraiment de la taille de sa communauté de base, de départ, du nombre de personnes qui sont prêtes à payer, on va dire, et qui nous rejoignent sur Patreon, et ensuite des paliers qu'on va proposer. Pour donner une idée, donc j'ai interviewé Pierre-Éric Salard, qui est un journaliste qui tient un compte Twitter sur lequel il parle de science-fiction, de pop culture. Donc, il a 25 000 personnes qui le suivent sur Twitter. Sur Patreon, c'est à peu près une trentaine de personnes qui vont le payer en moyenne 2 à 3 euros par mois. Donc, ça lui fait se dégager une moyenne d'environ une centaine d'euros à peu près par mois. À l'inverse, donc on a Ina Milash, elle a 345 abonnés. Elle m'a pas donné le chiffre exact, mais elle me dit qu'elle dégage à peu près un SMIC. Donc, elle dit que voilà, ça lui permet de vivre, on va dire, d'avoir une base stable. Et j'ai aussi eu Hugo Jacomet, donc, qui est un YouTuber, blogueur qui est spécialisé sur la mode masculine, sur le prêt-à-porter, pas le prêt-à-porter, sur les beaux costumes, les beaux souliers, enfin vraiment l'artisanat de l'habillement de manière assez luxueuse. Et lui, il a une communauté de 100 000 personnes qui va le suivre sur YouTube et sur Insta. Donc c'est relativement réduit en fait, mais par contre, il a 229 contributeurs qui vont le payer parfois jusqu'à 100 à 200 euros par mois. Il a une centaine de personnes qui le payent 200 euros par mois. Donc lui, il dégage beaucoup d'argent. Et il a une communauté qui est vraiment passionnée, qui va mettre beaucoup d'argent dans ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il donne pour cette somme-là? Parce que 100 ou 200 euros, ça fait quand même pas mal d'argent. Il donne quoi? Des chaussures? Alors non, il donne pas des chaussures. En fait, faut se dire que sa communauté, donc qui est une niche, hein, qui n'est pas gigantesque, qui est une niche, mais c'est une niche qui est relativement riche déjà pour commencer, qui lui-même, il produit du contenu sur Internet depuis un peu plus de 10 ans. Donc déjà, il a une certaine, comment dirais-je, une certaine posture. Il est présent dans ce milieu-là. Il est considéré comme étant l'un des rares spécialistes sur l'art sartorial, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc déjà, je pense qu'il y a ce côté-là qui est important. Sa communauté, c'est des personnes qui ont les moyens de se payer des costumes à 5 000 euros. Donc, je pense qu'ils ont largement les moyens de soutenir une personne comme ça à hauteur de 100 ou 200 euros par mois. C'est quelque chose qui est intéressant. Et en échange, ce qu'il propose, eh bien, en fait, c'est déjà forcément plus de vidéos que ce qu'il avait l'habitude de faire, du podcast aussi, mais aussi du coaching. Donc, il va aider des gens à aller s'habiller, à trouver les bonnes boutiques en fonction des pays où ils se trouvent. Il invite même aussi les gens chez lui pour faire des dîners. Donc là, c'est pour des paliers qui sont à plus de 500 $. Hein. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Donc, il me disait, j'ai une bonne cave, j'invite les gens qui sont prêts à payer pour venir passer une soirée un peu d'exception avec moi. Et puis, il y a aussi des choses qui sont intéressantes qui ne sont pas forcément uniquement sur la plateforme, mais par exemple, il peut faire des préventes de livres. Donc lui, il publie des beaux livres qui avant passaient par des éditeurs. Il me disait que ça lui rapportait rien. Aujourd'hui, il fait des préventes sur des livres donc, qui coûtent une centaine d'euros. Et en faisant ces préventes-là, il a quasiment, je dirais, 80% de la somme qui lui revient directement. Ok. Alors, très rapidement, David, parce qu'on est un peu tenu par le temps, on voit que ce modèle économique propre à Patreon nous fait penser à celui de Tipeee, évidemment, de Utip, de OnlyFans, de Substack. En un mot, enfin, en une phrase à chaque fois, est-ce que tu peux différencier ces modèles économiques? Oui, bien sûr. Donc,
on parle de Tipeee, qui est effectivement très populaire en France, notamment chez les youtubeurs. Je dirais que c'est vraiment le même état d'esprit que Patreon. C'est-à-dire que là, l'idée, comme on disait, c'était de soutenir quelqu'un, de lui donner un tips, donc un pourboire, parce qu'il a fait du bon travail. Donc, il n'y a pas cette notion d'exclusivité. La vidéo est déjà là et on est là pour voilà, applaudir, donner un petit truc, un petit quelque chose. On a Utip aussi, qui est une plateforme française créée en 2017. Alors, eux, ils proposaient de rémunérer en regardant des vidéos de publicité. Et en gros, c'est du micro-don. Bon, ça, c'est un système qui s'est cassé la figure en 2020 avec l'effondrement du marché, du prix de la publicité. Du coup, ce qu'ils proposent, c'est une sorte de réseau social personnalisé où on va pouvoir aller sur la page d'un créateur de contenu et voir sur une seule page ses tweets, ses posts Instagram ou ses vidéos. Et on a évoqué OnlyFans, donc qui est une sorte d'Instagram érotique ou porno, hein, qui est payant. Donc là, c'est un peu ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on va s'abonner à une personne qui va nous proposer en échange de 15 ou 20 $ par mois des photos et des vidéos érotiques ou nues ou même pornographiques. On peut dialoguer avec cette personne, avoir une expérience un peu avec elle où on va apprendre à la connaître, etc. Et on va avoir des vidéos, on peut, si on met le prix, avoir des vidéos personnalisées. Et enfin, on a parlé de Substack, donc qui est une plateforme de newsletter payante qui coûte en général entre 5 et 10 $. Et là, ce sont souvent des journalistes ou des écrivains qui sont très spécialisés sur un seul sujet et qui vont proposer voilà, des newsletters hebdomadaires à leur public. D'accord. Donc, on voit, en tout cas, dans cet écosystème, cette proximité entre le créateur et sa communauté et le fait d'être rémunéré sur un temps long. Évidemment, c'est très différent de ces plateformes de crowdfunding dont on a parlé il y a 5 ans, qui sont maintenant très, très présentes, évidemment. Là, on est vraiment sur un lien étroit et dans la durée. On ne finance pas un projet, on finance une personne. Alice, justement, tu t'es pas mal intéressée à ces nouveaux modèles et on a essayé même de définir, est-ce qu'on peut appeler ça une économie du peer-to-peer? Est-ce que c'est un capitalisme junior? Est-ce que c'est, tu l'évoquais hier avec moi, une nouvelle forme de capitalisme? Qu'est-ce que tu dirais de cette tendance? Effectivement, du coup, on voit il y a donc cette idée d'économie de la passion dont le journaliste Adam Davidson nous parlait. Il y a donc cette relation à l'intime. Et il y a effectivement, comme tu dis, capitalisme peer-to-peer. Il y a cette idée de peer-to-peer, mais surtout l'idée de plateforme. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vu que Patreon est né d'une défiance envers les grosses plateformes et d'une opposition à YouTube. Et en fait, on a d'un côté cette méfiance contre les gros, mais à la fois toute une plateformisation de l'économie, de la société et même de l'individu. Et donc, quand on regarde un peu plus largement sur le web, c'est cette plateformisation qui concerne tous les aspects de la vie, que ce soit le business, avec par exemple des applications comme Shopify qui permettent à toute startup de créer sa boutique. Il y a les un peu entre-deux avec les vide-greniers 3.0, les Depop, les Poshmark, les Vinted, où là, il y en a qui, c'est plus vide-grenier, il y en a qui en font carrément un commerce dont ils vivent. Et ensuite, il y a aussi une monétisation du service. Là, il y a des sites comme Fiverr, avec 2 R, ou en français 5 €, où là, on monétise n'importe quel service pour 5 €. Donc, ça va du détourage de photos sur Photoshop, mais aussi plus insolite, je vous donne mon avis honnête pour 5 €. Voilà. Donc là, c'est vraiment on monétise quelque chose qui faisait partie des relations humaines. Et en fait, on arrive à carrément la monétisation de l'individu et on retombe sur OnlyFans dont David nous parlait, ou même au-delà du côté érotique ou pornographique, il y a aussi la monétisation de l'intime et même du temps qu'on accorde aux autres. Et en fait, avec tout ça, donc effectivement, ça demande d'être défini, voir où se placent les plateformes, mais en fait, on arrive à un système dans lequel chaque individu est monétisable, chaque individu a quelque chose à vendre, que ce soit sa production, sa passion, son temps, lui-même, ou même ses expériences. Une hyper-marchandisation, on pourrait dire ça comme ça. Alors, je vous rappelle que dans l'onglet à droite de votre écran, vous pouvez poser quelques questions.
Avant de terminer cette présentation, je vais passer la parole à Margot, parce que Margot, tu t'es intéressée à 2 producteurs de contenu extrêmement originaux qui vivent, entre autres, grâce à leur présence sur Patreon. Oui, absolument. Alors, j'ai eu la chance d'interviewer... Margot, on ne t'entend pas. Alors, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est mieux? Ok, très bien. J'ai eu la chance d'interviewer effectivement deux Québécois qui s'appellent Reka et Devin, et qui en fait, c'est 2 créatifs d'une trentaine d'années, et qui ont tout plaqué en 2016 pour vivre sur un voilier autosuffisant et faire le tour du monde. Vraiment, c'est le début de leur initiative, c'est ça. Ce qui ne les empêche pas de travailler pour leur communauté Patreon, qui regroupe un peu plus de 300 contributeurs, ce qui est un bon score pour la plateforme. Alors, elle est illustratrice et lui est programmeur. Et à bord de leur bateau, qui est une sorte de studio d'art itinérant, studio de recherche, studio résilient, qu'ils ont appelé Pinot, ils créent des jeux vidéo, ils dessinent, ils écrivent des bouquins, ils partagent des recettes ou des tutos de bricolage un peu DIY. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent les ficelles et les difficultés de la vie en autosuffisance, tant sur le plan de l'énergie que de l'alimentation. Et ils le disent clairement, en fait, l'indépendance, c'est vraiment, il y a vraiment un prix à payer à l'indépendance, quoi. Mais c'est en partie grâce à des plateformes comme Patreon qu'ils arrivent à vivre de ce qu'ils font et surtout à financer leur mode de vie et à le vulgariser et le populariser auprès de leurs mécènes, qui peut-être seraient tentés de les imiter. Et en fait, le mieux, je pense, c'est de montrer leur initiative en vidéo. Juste pour revenir sur leur parcours, il est très complet parce que c'est à la fois un mode de vie, de vivre en autosuffisance sur un voilier, d'être dans des propositions qui sont souvent d'ailleurs des logiciels libres de droit. Enfin, il n'y a pas forcément de rapport économique dans leur production, mais ils arrivent à trouver d'autres types de financement, dont Patreon. Oui, tout à fait. Ils ont un rapport très holistique à la création, au mode de financement, à l'autosuffisance. C'est vrai que c'est un projet qui est assez unique. Je peux vous partager l'article d'ailleurs, je le partagerai dans le chat. Mais je pense qu'on peut effectivement finir en image parce que c'est déjà, ils ont un très beau volet. Exactement. Très beau à voir. Marc, en régie, qui... Hello, I'm Reka, and this is Devine. And we are 100 Rabbits, a traveling art studio on a sailboat. And this is Pinot, our home, our office, and our ticket to the world. On Pinot, we make games, art books, music, and recipes. We film monthly videos that document our travels and advancements on projects. We also make short capsule videos that go in-depth on specific topics. Our travels will take us down the American West Coast, Mexico, the South Pacific, New Zealand, and Japan. And then, we hope to complete our Pacific circumnavigation in British Columbia, where we started from. If you'd like to help us out, we have a Patreon page where you can support us on a monthly basis. Otherwise, you can visit our HIO page and buy our games and books. You can find links to all that in the description below. Follow us as we drift in search of inspiration, creating as we go. As always, thank you for keeping us afloat. Literally. Merci Margot pour ce partage, ça fait rêver. Nous avons plusieurs questions. Je vais commencer par celle de Sabine. Quel est le business model de Patreon? Comment la plateforme se rémunère? David, est-ce que tu peux prendre cette réponse? Oui, en fait, la plupart de ces plateformes-là, donc effectivement, ne dépendent pas de la publicité, donc elles récupèrent une petite commission sur les dons qui sont faits à ces gens-là. Donc, en général, ça se situe officiellement, c'est 5%, mais en fait, il faut rajouter aussi des charges, la TVA, etc. Donc, en moyenne, c'est entre 7 et 8% de commission. Et en fait, en fonction des plateformes, ça va un peu varier. Par exemple, sur OnlyFans, c'est beaucoup plus, je crois que c'est 20%. Mais ça reste encore relativement fair, en fait, juste pour les créateurs de contenu qui, depuis des années, ont l'habitude, en fait, de recevoir en moyenne 45 à 50% de revenus quand ils sont, par exemple, sur YouTube. Donc, fondamentalement, c'est quand même une énorme avancée pour eux, d'autant que c'est de l'argent que leurs followers leur donnent directement. Donc, voilà, c'est vraiment pas le même rapport par rapport à une plateforme comme YouTube.
Une autre question de Lambert. Est-ce que certaines plateformes sont plus adaptées selon notre activité? Pour un musicien solo, par exemple, je pense à Patreon ou à Tipeee. Est-ce que vous avez un conseil à donner à Lambert? Alors, pour les musiciens, je crois que effectivement, Patreon, c'est un peu plus connu que... Enfin, c'est un peu plus utilisé. En fait, il y a des communautés d'intérêt qui vont se regrouper en fonction des plateformes, et des fois, il n'y a pas forcément il n'y a pas vraiment de raison pour ça. Je sais que les musiciens sont quand même vachement sur Patreon. Il y a aussi beaucoup de graphistes qui font des dessins qui sont sur Patreon. Je sais que Tipeee, c'est beaucoup plus YouTube. Ceux qui font du podcast sont très souvent sur Patreon parce que en fait, il y a aussi un rapport dans le podcast qui est relativement intime avec son public en général. Voilà, on écoute vraiment les podcasts dans les oreilles. Donc voilà, il y a des communautés comme ça d'intérêt. Je sais pas si ça fait partie de la culture un peu qui fait que en général, donc pour les musiciens, je pense que c'est plus Patreon que Tipeee. Mais après, en vrai, je pense que ça dépend aussi si on a une base communautaire déjà très bien établie. Ça va dépendre de plein de choses. Ce que tu rappelais, et je crois que Mélanie l'avait dit aussi, de toute façon, il faut partir avec une communauté déjà construite. Si on n'a pas de communauté, de toute façon, il ne se passera pas grand-chose, ni sur Tipeee, ni sur Patreon. C'est ça. Une autre question de Marie. En tant que média de recommandation de bonnes adresses, comment pouvons-nous capitaliser sur ces plateformes pour nous financer? Est-ce que quelqu'un veut prendre cette question tout à fait pratique? Alors, je veux bien me lancer après, je vous avoue que je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais je dirais que si on reprend l'exemple d'Hugo Jacomet, donc lui, il produit du contenu de manière globale et après, il va effectivement proposer, je ne sais plus, pour 100 ou 200 $ ou 300, je ne sais plus exactement le prix, il va proposer du coaching. Donc, par exemple, les gens vont pouvoir lui envoyer des questions directement et s'ils sont abonnés donc, à ce prix-là, à ce palier, il va leur répondre, il va passer du temps avec eux, leur expliquer ce qu'il faut, etc. Donc, en soi, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Effectivement, on peut faire de la recommandation d'adresse. Ceci dit, tout dépend ce que vous voulez faire comme type de recommandation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous proposez aux gens de vous suivre pour 5 $, ce sera, on va dire, peut-être un top, je sais pas, des meilleures adresses ou un contenu exclusif en fonction de certaines adresses, je sais pas. Et si vous proposez plus cher, ça peut être des adresses que vous avez jamais partagées, des trucs qui sont assez peu connus et qui sont beaucoup plus exclusifs. L'idée, de toute façon, c'est plus ça monte dans les prix, plus il faut proposer des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Oui, ce qu'il faut, c'est du contenu exclusif à partir d'une communauté qui est de toute façon déjà très engagée. Une dernière question, celle d'Arnaud. Si Patreon n'a pas de feed pour découvrir les créateurs, comment ces derniers se font connaître pour avoir de nouveaux abonnés? Uniquement grâce à des réseaux sociaux classiques, demande-t-il. Alors, je pense que je peux répondre un tout petit peu à cette question. Patreon, ce n'est pas une fin en soi, effectivement. C'est souvent c'est souvent une plateforme sur laquelle on va aller une fois qu'on a une notoriété qui est assez assise sur d'autres plateformes. Donc, effectivement, on va plutôt capitaliser sur une stratégie qui est multiplateforme, finalement. Si je prends l'exemple des musiciens, par exemple, il y en a de plus en plus qui sont sur Twitch, qui arrivent à développer une notoriété sur Twitch, puis ensuite à s'installer sur Patreon, parce qu'ils ont déjà une assise quelque part. Après, ça dépendra du statut de chaque créatif, mais effectivement, Patreon, c'est pas une fin en soi et il faut effectivement capitaliser sur d'autres réseaux sociaux, avoir une stratégie de contenu bien établie en amont pour pouvoir effectivement en profiter et asseoir une base un peu plus, une base de mécénat un peu plus tard. Oui, globalement, de toute façon, c'est une tendance qui se confirme surtout, c'est-à-dire qu'il faut croiser et être présent sur plein de plateformes pour pouvoir espérer émerger. C'est ça. Et il faut vraiment avoir une stratégie de marketing en amont, en fait. Il faut se transformer en un marketeur, effectivement, je pense, pour maîtriser ce genre de plateforme. Alors, il est 12h29, il est donc temps de nous quitter, de nous séparer. Merci à tous d'être restés avec nous pendant cette émission. La semaine prochaine, nous ne pourrons pas faire l'émission car nous avons des réunions internes, une fête interne qui sera une fête un peu spéciale puisqu'elle sera en visioconférence, mais donc on ne sera pas avec vous très malheureusement. On reprendra le cours de nos émissions, l'émission La Tendance, à partir du 15 janvier prochain et il devrait être question de surveillance. Merci à tous, à très vite. Cette conférence sera partagée tout à l'heure, uploadée sur YouTube. À très vite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.